Voilà, bonjour Nicolas. Bonjour. Nicolas Hulot, je dis Nicolas parce que nous nous connaissons évidemment depuis des années. Nicolas, vous êtes installé dans un beau bureau à Marigny, de l'autre côté de l'Élysée, car vous êtes ambassadeur auprès de François Hollande pour toutes ces questions d'écologie. Et dans ce livre, vous racontez une partie de votre vie et surtout cette primaire du côté des écologistes qui a vu la victoire donc d'Eva Joly, votre concurrente, qui semble-t-il n'a pas été un parcours tout en douceur. Je voudrais qu'on revienne quand même un soupçon sur l'actualité, c'est important, ce matin. D'abord, le fait que le chômage baisse, c'est une bonne nouvelle. Est-ce que vous avez l'impression que pour François Hollande, jubilation vers le ciel ? Oui, je vais être très prudent dans mes analyses parce que je n'ai pas forcément les compétences pour savoir si c'est une tendance qui va se confirmer. Évidemment que c'est une bonne nouvelle. Moi, je le dis d'autant plus que ce qui fait qu'on n'a pas le temps aujourd'hui de s'occuper de sujets qui sont pour moi importants, mais évidemment qui sont moins lisibles pour la plupart des Français, c'est qu'à juste titre, le chômage obsède à la fois les leaders politiques et à la fois les Français. Si un jour on pouvait un peu effacer cette tragédie sociale, ça nous permettrait probablement de nous mobiliser sur d'autres sujets. Donc à tout point de vue, évidemment, c'est une bonne nouvelle. Espérons, et je croise les doigts, et là moi je n'ai pas suffisamment de recul et d'informations pour savoir si c'est une tendance qui va se confirmer. Mais vous qui travaillez pour lui, il a toujours été il a souvent été décrit par la droite comme un mou, Écoutez, un garçon approximatif. Moi, je ne veux pas rentrer dans... oui, mais vous travaillez pour lui, vous voyez bien de près sa nature profonde. Oui, enfin, on a des relations de travail. Ouais. Je ne fais pas partie de ses intimes. Moi, ce qui est important, c'est que d'abord, il m'écoute. Et qui m'a donné, notamment dans cette mission qui est une mission diplomatique. Vous travaillez avec le Quai d'Orsay, vous le racontez. Et donc, il m'a donné d'abord un outil pour moi particulièrement intéressant parce que les enjeux que je porte sont des enjeux universels, donc ils ne se régleront que dans des efforts conjoints au niveau international. Voilà, moi je n'avais pas répondu franchement à la question. Non, mais pourquoi j'ai pas répondu ? C'est pas que j'essaie d'esquiver, c'est que moi je vois un homme. Mais d'ailleurs, ce qui m'a toujours étonné chez les chefs d'État, c'est que vous le voyez avec une énergie infaillible. Une passivité infaillible, mais je pense que à ce niveau-là, d'ailleurs, il faut un tempérament qui fait qu'il y a un moment où on soit capable d'avancer et de ne pas réagir à chaque petite vague. C'est de toute façon la caractéristique des chefs d'État, on n'arrive pas là par hasard. Moi, je vois un homme solide. Maintenant, après, sur le reste, très sincèrement, moi, je m'occupe de mon domaine. J'ai du mal à le faire avancer en France comme ailleurs, parce qu'effectivement, en France, on considère que c'est un sujet, mais c'était vrai hier et c'est vrai aujourd'hui. On l'a encore vu avec la taxe sur le diesel il y a 8 jours. C'est un sujet qu'on traite quand on a traité tout le reste. Est-ce qu'il fallait une taxe carbone, Nicolas ? Mais c'est pas tant qu'il faut. Évidemment, tous les économistes le disent depuis des lustres. Joseph Stiglitz, il faut donner un prix au carbone. Mais pour le citoyen qui nous écoute, il se dit, mais qu'est-ce qui nous ennuie avec une taxe supplémentaire ? Ce qui est important, c'est d'avoir une vision sur une véritable révolution fiscale, faire basculer progressivement la fiscalité qui repose et qui pèse sur le travail, et d'ailleurs qui contraint l'emploi, sur la fiscalité écologique, c'est-à-dire taxer la pollution, pour faire très court, plutôt que de taxer le travail. Ce que les Suédois ont fait. Ça, c'est une vision que chacun peut comprendre. Si effectivement, demain, on soulage les prélèvements obligatoires sur les fiches de paye, à la fois pour les employeurs et les employés, mais qu'on la fait basculer sur la fiscalité carbone, sur les phytosanitaires... À ce moment-là, on change les comportements. On change les comportements et on structure les filières de consommation et de production et on prépare le modèle économique de demain que d'autres pays sont en train de préparer. Vous racontez dans le livre la fameuse phrase de Nicolas Sarkozy en 2010, un moment, il y en a ras-le-bol des écologistes. Est-ce que vous avez l'impression que dans la séquence qu'on vient de vivre, le verdissement de la fiscalité version Hollande, c'est au fond la même chose, quoi. En plus élégant. Enfin, pas plus élégant au sens où je critiquerais Sarkozy, mais c'est qu'il y a eu... Je leur ai donné un petit... Il y a eu le Grenelle, qui a été un grand moment d'ambition collective, et d'ailleurs dont les effets continuent de se faire sentir sur un plan positif, notamment dans les collectivités territoriales. Après, il y a eu un reflux général, gauche-droite confondue, et je dirais dans le monde, à cause de la crise économique, et puis un certain nombre de facteurs. Si la droite s'est désintéressée, c'est qu'elle a considéré au moment des européennes qu'elle n'avait pas été payée en retour de ses engagements écologiques. C'est ça qui est justement tragique, c'est que c'est pas quelque chose qu'on peut aborder de manière conjoncturelle, c'est quelque chose de fond, quelque chose sur lequel il faut préparer, structurer la réindustrialisation de notre pays sur les enjeux écologiques, sur la transition énergétique, sur l'efficacité énergétique. Ce qu'a lancé le président à la conférence environnementale, il a lancé un certain nombre de visions. Si le gouvernement applique à la lettre ce que François Hollande a dit dans son discours, j'ai l'habitude évidemment d'être prudent, je dis que là, il y a un changement de cap. Mais vous savez, c'est pas un os à ronger pour les écologistes. Non, honnêtement, c'est pas comme ça. Vous, probablement que de là où vous êtes, vous le voyez peut-être comme ça. Moi, de l'intérieur et de l'extérieur, puisque je reste quand même, je garde un esprit
esprit critique, je dis qu'effectivement, si on rentre dans une révision de la fiscalité, si le président, comme il s'y est engagé, engage la France pour diviser par 2 d'ici 2050 sa consommation énergétique, là, on commence à rentrer dans du lourd. Alors, le livre, il y a beaucoup de choses. Bon, d'abord, il y a des questions personnelles, la disparition de votre père, le suicide de votre frère, ces années passées à France Inter, les années passées à TF1. Tout ça est très intéressant. Et puis, il y a la fameuse primaire avec les Verts. Noël Mamère a quitté Europe Écologie Les Verts. Le portrait que vous faites de lui ressemble plus au salaud sartrien qu'au maire de Bègue, la jolie moustache. Écoutez, il était du côté d'Eva Joly. Ce qui m'ennuie, c'est qu'on va donner le sentiment que c'est un livre d'amertume où je règle les comptes. Alors là, je ne le dis pas du tout. Non, voilà. Vous faites un portrait qui est un flingueur. J'explique simplement pour les gens qui essaient de comprendre ce que j'ai été faire dans cette initiative, pourquoi je l'ai fait et pourquoi ça s'est si mal terminé. J'explique les faits pour expliquer que malheureusement la greffe n'a pas pris et que en fait cette expérience me prouve une chose, c'est que c'est pas la peine de la reproduire. Oui. Non, mais si cet épisode est intéressant, en tout cas de la version que vous en donnez, c'est parce qu'elle conditionne la position des Verts au gouvernement. Alors pour être plus simple, donc vous tapez sur Noël Mamère, vous tapez sur Daniel Cohn-Bendit qui n'a pas été très gentil avec vous et sur beaucoup de gens. Vous dites du bien d'Yves Cochet par exemple. Donc disons que c'est 50-50. Non, la grande question qui est posée, c'est que pendant que vous faites votre campagne avec Eva Joly, en fait en sous-main, Cécile Duflot, à qui vous rendez hommage dans le livre car elle a été une arbitre assez impartiale, ils sont en train déjà de négocier avec le Parti Socialiste. Donc vous faites les marionnettes. Pendant ce temps-là, tout est réglé en coulisses. Si d'avenir, mais enfin l'histoire se réécrit. C'est pas moi c'est vous qui l'avez raconté. Si d'avenir j'avais été choisi comme candidat, je pense vous seriez retrouvé avec un accord pour lequel vous n'avez rien fait. Mais là on a eu problème parce qu'effectivement, à quoi bon mener une campagne? Ce qui aurait été bien, c'est d'avoir un débat structuré en profondeur entre notamment les socialistes et a priori avec d'autres formations politiques sur des mesures structurantes. Parce que c'est vrai que faire une campagne où on a déjà tout plié avant de mener campagne, pour moi ça faisait pas sens. Ce qui était important, c'est de profiter de cette campagne pour faire que cette campagne soit un grand débat intelligent sur les enjeux écologiques. Et cette campagne n'a absolument... Les gens qui vont lire justement Plus haut que mes rêves vont tomber des nues. C'est-à-dire que vous avez 2 candidats au présidentiel qui ne sont pas au courant de ce que font les apparatchiks du parti, le Parti Socialiste. C'est la raison pour laquelle je raconte ça, pour que les gens comprennent pourquoi les choses malheureusement se sont terminées de manière aussi triste. Vous savez, on dit souvent le candidat malheureux, comme si je pleurais dans mon coin. J'étais juste triste. Pourquoi? Parce que cet enjeu... C'est violent. Oui, et puis ça a été préjudiciable pour cet enjeu-là, puisque regardez maintenant dans la société, c'est presque un sujet de crispation, d'irritation ou de moquerie, alors que c'est un enjeu qui conditionne tous les enjeux de solidarité auxquels nous sommes attachés, vous et moi. Justement, avec si peu d'impact, comment les Verts imposeraient-ils des mesures structurantes et contraignantes au Parti Socialiste? 2 postes de ministre, une vague promesse que le nucléaire sera porté à 50%. C'est parce qu'on passe justement de la primaire violente à la position de Duflot et de Canfin au gouvernement, qui sont des ministres comme les autres. C'est-à-dire la préoccupation écologique a totalement disparu de leur discours et finalement est pratiquement pas présente chez Europe Écologie Les Verts comme mouvement politique. J'entends bien ce que vous dites. En même temps, vous ai lu. Non, mais je suis d'accord. Mais ce que je dis aussi dans le livre, ok, on peut reprocher beaucoup de choses aux écologistes, mais il y a une chose qu'on ne peut pas leur reprocher, c'est qu'ils portent un sujet crucial depuis des années avec adresse ou avec maladresse. Ouais. Le reproche aussi, je le dis quand même dans le livre, ou en tout cas l'étonnement qu'on peut avoir, pourquoi est-ce qu'on a abandonné un sujet aussi important, aussi essentiel, qui conditionne la vie de nos enfants, de tous les enfants, qu'ils soient de gauche ou de droite, qu'ils soient riches ou pauvres, pourquoi est-ce que les grandes formations politiques sont aussi indigents sur ce sujet-là? Pour moi, ça c'est des politiciens. Oui, mais c'est quand même la question centrale. C'est pour ça que c'est facile de faire feu de tout bois vers les écologistes. Moi, j'ai une analyse critique simplement pour j'espère, les entraîner à s'interroger pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas rencontré la société, pourquoi est-ce qu'ils portent aussi mal ce sujet. Mais une fois à peine 2%, un peu plus de 2%. Mais une fois qu'on a dit ça, on peut quand même se tourner vers les autres formations en leur disant, mais les enfants, si ces sujets-là ne sont pas importants, ben dites-nous pourquoi, et à ce moment-là, consacrons notre énergie à autre chose. Mais si ces sujets-là, comme vous le dites, puisque la France est engagée, par exemple, à diviser par 4 ses émissions de gaz à effet de serre d'ici 2050, ce qui ne va pas se faire dans l'épaisseur du trait, il y a un moment ou un autre, il faut peut-être aussi que vous soyez dans la proposition et dans les solutions. Ce qu'ils vous ont reproché, c'est l'argent, c'est TF1, c'est le spectacle, ils m'ont reproché, c'est la fondation, ils m'ont reproché, c'est la célébrité. Ils m'ont reproché. Alors, et le flirt, disent-ils, avec Nicolas Sarkozy, parce que vous déjeunez après l'échec avec Nicolas Sarkozy, puis vous gardez de bonnes relations avec Borloo. Parce que donc je porte heureusement qu'on l'a pas élu. Je porte un enjeu transversal.
d'intérêt général qui ne peut pas se réduire à un enjeu partisan. Et moi, mon rôle depuis 25 ans, de manière inlassable, c'est d'aller discuter, convaincre, mobiliser en gardant mon indépendance et ma liberté de parole avec tous ceux qui m'ouvrent leurs portes. Ça, c'est ma marque de fabrique. On aime ou on n'aime pas. Ça n'a pas eu que des effets positifs, mais enfin, ça n'a pas été totalement inutile. Non, ce qui est... Pas tout pour tous les militants, mais pour beaucoup, notamment, je dirais pour le noyau dur des Verts, mon parcours les a gênés. Alors, j'ai été pendant toute la campagne, on va dire en gros, mis en examen, il fallait que je prouve ma sincérité. Alors, à la limite, une campagne de primaire, c'est fait pour ça, mais je n'ai pas réussi visiblement à leur prouver que j'étais pas né écologiste, mais que je pensais en partie l'être devenu. Il y a des choses très personnelles dans le livre, on ne va pas y revenir. Je voudrais poser une dernière question, Nicolas, qui est la question de fond. Il nous reste 50 secondes, mais vous connaissez les médias mieux que moi. Vous parlez notamment dans le livre de Luc Ferry, en disant ce garçon intelligent qui passe son temps à me flinguer. Ce matin, est-ce que vous pourriez très rapidement dire justement aux Françaises et aux Français qui nous écoutent pourquoi c'est important tout ça? Parce que vous l'avez dit au début, finalement ils s'en fichent maintenant. C'est important parce que l'enjeu écologique... C'est l'essentiel de votre vie qui est en jeu là-dedans. La rareté des ressources. La rareté des ressources, c'est la contrainte majeure du XXIe siècle. On pilote la rareté, on subit la pénurie. Si on passe de la rareté des ressources à la pénurie, tous les modèles économiques et démocratiques volent en éclats. Mais rassurez-moi, vous n'êtes pas pour la décroissance. Mais non, la décroissance, ça serait la conséquence de l'inaction. Et on y rentrera de gré ou de force si on ne fait rien. Entre la croissance absolue, qui n'est pas tenable puisque la Terre a des limites et que nos matières premières, nos ressources naturelles sont en train de s'épuiser, et la décroissance, il y a une alternative qui s'appelle la croissance sélective. Il y a des flux qu'il faut développer, par exemple les énergies renouvelables, tous les métiers d'efficacité énergétique, mais il y a des flux qu'il faut décroître et le faire d'une manière volontaire, par exemple s'affranchir des énergies fossiles, mais il faut le programmer. Voilà. Vous auriez pu croiser hier Arnaud Montebourg. Vous le taclez un peu dans le livre en expliquant que... Gentiment. Voilà. Nicolas Hulot, qui n'a pas mis de cravate ce matin, mais qui en met quand il est à l'hôtel Marigny, en tout cas pour les voyages, le premier diplomatique. Il paraît que quand vous êtes arrivé, c'était la 3e fois de votre vie que vous mettiez une cravate. Et c'est pas tout à fait faux. C'est vous qui l'avez écrit. Non, mais c'est vrai. Plus haut que mes rêves, le livre de Nicolas, c'est Kalman Levy. Merci beaucoup ce matin. On va retrouver nos amis de LCI et Sophie sur Radio Classique.